Bienvenue si vous nous rejoignez. Notre invité ce matin, c'est Clément Beaune. Merci d'être avec nous. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Face à vous, Renaud Pilat, du service politique d'LCI. Je voulais qu'on fasse un point déjà sur le grand départ en vacances. C'est demain, ça va être un petit peu le rush. On sait qu'il y a 3 semaines, vous déconseillez aux Français de se rendre en Espagne et au Portugal. Est-ce que ça, vous le maintenez à l'heure qu'il est ? Alors, soyons clairs, parce que les gens se posent des questions très concrètes. D'abord, quand on est vacciné, il n'y a pas de risque. C'est l'intérêt précisément de cette arme qu'est la vaccination. Je précise aussi, sur le plan sanitaire, nous avons une classification des pays européens pour les voyages. Tous les pays de l'Union européenne, et quelques autres, mais tous les pays de l'Union européenne sont des pays verts. Donc on peut y aller avec un vaccin, aucun problème. Je précise que la vaccination est testée, vérifiée, à travers un pass sanitaire à l'aéroport, à l'embarquement, quand on prend l'avion pour n'importe quel pays européen. Et puis ce que j'ai dit, c'est qu'un certain nombre de gens, au début du mois de juillet, quand j'ai tenu ces propos, se posaient encore des questions sur les lieux où on réserve. Et les zones, oui, où le virus circule le plus en Europe, c'est aujourd'hui, même s'il est malheureusement aussi présent chez nous à travers le variant Delta, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Grèce. C'est pour ça que pour ces pays-là, pour être très précis, quand on n'est pas vacciné, on peut voyager quand même, il faut faire un test. Et au retour de ces pays, quand un touriste français revient d'Espagne ou de Grèce et qu'il n'est pas vacciné, nous exigerons un test de moins de 24 heures parce que nous prenons des précautions supplémentaires. C'était une recommandation, c'était pas une administration. C'est une recommandation, c'est une recommandation, je crois que c'est mon travail, c'est une recommandation de responsabilité individuelle. Et je précise aussi, parce que je pense que ça peut intéresser les gens qui se posaient il y a quelques jours encore des questions sur leur réservation de vacances, qu'il y a un certain nombre d'endroits en Europe, c'est le cas encore aujourd'hui par exemple du Portugal ou de la Catalogne, où parce que le variant Delta circulait beaucoup et qu'il a flambé, il y a eu des mesures de restriction. Ça intéresse aussi chacun pour son lieu de vacances de savoir s'il y a des couvre-feux, s'il y a des restrictions d'activité dans les boîtes de nuit, dans les bars, etc. Donc vous conseillez à chaque fois de vérifier sur les différents sites. Je dis à chacun, pour être très clair, il y a un site qui s'appelle diplomatie.gouv.fr, qui est celui du ministère des Affaires étrangères. Si vous voulez les informations très concrètes, par exemple, est-ce qu'il faut un test pour les enfants, des pays qui mettent des barrières d'âge plus ou moins élevées, s'il y a des mesures de couvre-feu ou de restrictions, vous aurez toutes ces informations actualisées chaque jour sur diplomatie. C'est vrai qu'on a un peu l'impression quand on voyage, on est un peu livré à nous-mêmes. C'est à nous de nous renseigner sur les règles pour aller dans tel ou tel pays. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas un peu une harmonisation des règles comme ça au sein de l'Union européenne ? 2 choses. D'abord, nous, notre travail, c'est justement d'informer les voyageurs français. Je crois que c'est bien fait, que c'est clair, et nous essayons d'être le plus à jour possible pour tous les pays européens, pour tous les pays du monde. Donc j'invite chacun à faire ces vérifications parce que malheureusement, l'ensemble des mesures, comment on fait les tests, la durée des tests, les seuils d'âge pour les enfants, etc., on ne peut pas malheureusement, complètement les harmoniser en Europe. Ce qu'on a fait... Oui, mais je vous coupe, pardon une seconde, on a le passeport européen, effectivement. J'insiste là-dessus. Oui, on a le passeport européen, mais on voit que les règles changent. Il y a des pays au sein de l'Union européenne qui prennent telle ou telle mesure, donc on ne s'y retrouve pas forcément. Alors, j'insiste là-dessus. D'abord, regardons le verre à moitié plein ou aux 3 quarts plein. On a fait le pass sanitaire européen, c'est le fameux QR code que vous avez sur votre téléphone ou en papier. Il est désormais, il y a un petit drapeau européen, si vous regardez bien sur l'application, reconnu obligatoirement partout en Europe. Je suis allé le vérifier dans beaucoup de pays européens. On peut aller partout. On peut aller partout quand on est vacciné, schéma de vaccination complet, ou quand on a un test. Absolument. Ça, c'est harmonisé. C'est quand même très important parce que ce n'était pas du tout le cas l'été dernier ou dans les semaines précédentes. Il y a un certain nombre de points qui peuvent être effectivement un peu embêtants. Des quarantaines. Alors les quarantaines en Europe aujourd'hui, il n'y en a plus pour les Français. Bon, on l'a supprimé, il y avait l'Irlande par exemple. Et il y a des pays qui, par exemple, demandent, nous c'est 12 ans, que pour les enfants, à partir de 5, parfois 6 ans, on exige un test ou... un test parce qu'il n'y a pas de vaccin. Et donc c'est ce genre de choses, parce que quand on voyage en famille, il faut le vérifier. Donc je suis désolé que ça ne soit pas totalement harmonisé. Le pass sanitaire, j'y insiste, ça permet de retrouver de la liberté, de passer un bon été, de voyager en Europe. J'étais en Autriche la semaine dernière. On peut aller dans un cinéma dans ce pays non français avec son pass sanitaire qu'on a en France. Donc ça marche. Est-ce qu'il y a assez de contrôle quand on entre en France? Je voulais vous faire réagir au tweet de Bruno Fuchs. Voilà ce qu'il dit. Arrivé à Roissy ce matin, c'est un scandale sanitaire absolu. Aucune vérification de test PCR ou du pass sanitaire. Les gens entassés les uns sur les autres pendant 1 heure. Tous les pays mélangés. Après 1 an et demi de pandémie, comment peut-on en arriver là, dit-il? Est-ce que vous aussi, quand vous voyez ça, vous êtes un peu scandalisé? J'ai l'occasion de m'exprimer parce que je voyage beaucoup, j'ai fait le test. Vous-même, vous avez témoigné, je crois, à l'Élysée ou à Matignon en disant ça ne va pas. Oui, je ne veux pas stigmatiser parce que c'est difficile, mais
effectivement, on doit avoir des contrôles très rigoureux. Pas pour embêter les gens, je pense que ça rassure. Moi, je suis vacciné, beaucoup de Français le sont ou se font tester s'ils ne le sont pas encore. Quand on voyage, on a envie que son voisin dans l'avion, on ait vérifié qu'il n'ait pas le Covid ou qu'il soit vacciné. Ça me paraît légitime. Et donc, pour les aéroports, pour les compagnies aériennes, parce que cela relève des compagnies aériennes, il faut, même en Europe, un contrôle systématique à l'embarquement du pass sanitaire. Et nous faisons, nous, autorités gouvernementales, avec le ministre des Transports, des contrôles. On vérifie que les compagnies, je l'ai vérifié moi-même, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, s'en assure régulièrement. Elles le font, les contrôles, ça c'est pas parfait. C'est pas parfait encore, il faut améliorer. Attendez, je crois que ça s'est beaucoup amélioré. On a mis en place le pass sanitaire début juillet, je crois que c'est beaucoup amélioré. Et s'il y a des compagnies, il faut qu'elles le sachent, qui ne font pas sérieusement les contrôles, il peut y avoir des sanctions financières. Alors, je voulais qu'on arrive sur ce qui se passe en Grande-Bretagne. Ouais. La Grande-Bretagne qui a levé l'obligation de la quarantaine pour tous les pays de l'Union européenne et pour les États-Unis, sauf pour nous les Français. Est-ce que c'est excessif? Quelle est votre réaction? Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? Quelle est votre réaction? Oui, c'est excessif et franchement, c'est incompréhensible sur un plan sanitaire. On a été parfois en France dans des situations sanitaires difficiles. On comprenait, même si on le regrettait, que certains de nos voisins mettent des mesures dures à notre égard. Là, franchement, tous les pays d'Europe ont vu l'obligation de quarantaine suspendue par les autorités britanniques. Pas la France, si j'ai bien compris, au nom du variant bêta, le fameux variant sud-africain, qui représente moins de 5% des cas en France, et surtout dans des territoires d'outre-mer qui ne sont pas concernés par les flux vers le Royaume-Uni. Qui serait présent à La Réunion. Oui, bien sûr. Enfin, honnêtement, ce n'est pas l'essentiel des flux entre le Royaume-Uni et la France. Vous dites excessif. Vous êtes diplomate également. Oui, c'est mon métier. C'est votre métier. Excessif. Comment vous expliquez J'ai dit que c'était incompréhensible. Incompréhensible. Comment vous expliquez cette décision britannique? Est-ce que c'est une décision politique, petite vengeance entre amis ou entre partenaires? Je ne veux pas surinterpréter. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça n'est pas fondé scientifiquement. C'est une décision discriminatoire, je crois, à l'égard des Français, puisque tous les Européens, même des pays qui ont des situations sanitaires plus difficiles que la nôtre, au titre du variant Delta ou autre, ne sont pas plus concernés par cette quarantaine, peut-être parce qu'ils ont plus de flux encore touristiques avec le Royaume-Uni que nous. Enfin, ça ne se comprend pas. On imagine que vous en avez parlé avec votre homologue britannique. Effectivement, Jean-Yves Le Drian en a parlé avec son homologue il y a encore quelques jours, j'en ai parlé moi-même avant-hier avec mon homologue britannique. Eh bien, on continuera à maintenir cette pression. On ne peut pas forcer les Britanniques à le faire. Moi, je suis partisan qu'on examine à chaque fois des mesures de réciprocité. Il ne faut pas rentrer dans un jeu, en quelque sorte, de perroquet, de difficulté. Donc nous, on fonde nos décisions sur des critères sanitaires. C'est pour ça que les Britanniques sont aujourd'hui dans la catégorie dite orange. Quand vous êtes vacciné, pas de problème. Quand vous n'êtes pas vacciné, motif impérieux. Mais on l'entend ce matin, pas de sanctions en retour, pardon, pas de sanctions en retour. Pas de sanctions en retour à ce stade. La Grande-Bretagne dit que la semaine prochaine, elle pourrait revoir. Vous demandez ce matin sur LCI à la Grande-Bretagne de revoir cette position. Nous disons aux Britanniques, sur le plan scientifique, sur le plan sanitaire, il n'y a aucune justification à cette décision et donc j'espère qu'elle sera revue, c'est du bon sens, le plus vite possible. Même chose d'ailleurs pour les États-Unis. On a toujours interdiction d'aller sur le territoire américain, malgré les demandes de réciprocité de la part des pays de l'Union européenne. Là encore, vous trouvez que c'est décalé? Non, alors, pour bien expliquer d'abord, pourquoi nous autorisons les touristes américains vaccinés, pays verts, à venir en France, c'est parce que sur le plan sanitaire, ça se justifie. On l'a pas fait au hasard. Bon. Et puis parce que, il faut le dire aussi, nous sommes le premier pays touristique au monde. Je crois que c'est bon, dans des conditions sanitaires parfaites, qu'on puisse accueillir des touristes. C'est bon pour notre économie, c'est bon pour notre pays. Cela étant dit, là aussi, on a du mal à comprendre la décision américaine, puisque beaucoup de pays d'Amérique latine, par exemple, ont leurs ressortissants qui peuvent aller aux États-Unis, s'ils sont vaccinés, alors que la situation sanitaire est plus mauvaise, bien plus mauvaise qu'en France. Et nous, et d'autres Européens, pour le coup, nous ne pouvons pas accéder librement aux États-Unis. Mais comment vous l'expliquez? Qu'est-ce que vous dites ce matin? On a l'impression que les États-Unis vont nous être fermés pendant des mois et des mois. J'espère que non. J'espère que non. Nous menons aussi ce combat européen. La chancelière allemande était à Washington récemment. Elle l'a dit au président Biden. Le président de la République l'avait dit. Jean-Yves Le Drian l'a redit. Emmanuel Macron va prendre son téléphone, va faire quelque chose. Je vais vous dire, il y a deux choses. Oui. Je crois qu'il faut distinguer. On est tous dans une situation où on essaie de trouver les meilleures solutions. Je crois que là, aux États-Unis, ce sont des avis scientifiques dont j'ai du mal à comprendre la réalité, mais c'est comme ça, qui, pas seulement pour la France, pour les pays européens, continuent à être très prudents, peut-être trop prudents, et sur à dire Delta. Non, à cause du variant Delta. Nous continuerons à maintenir cette pression. Voilà, je vais expliquer pourquoi c'est cette situation. Moi, je vais vous dire très franchement le fond de ma pensée. Je suis partisan toujours, vous le savez, d'une Europe ferme, d'une Europe souveraine qui défend ses intérêts. Je pense qu'on aurait dû, je l'ai dit, au niveau européen, garder dans notre manche l'atout de cette réciprocité pour mieux négocier avec les Américains. On ne l'a pas fait pour des raisons sanitaires, pour accueillir des touristes américains dans de bonnes conditions, je le comprends. Je pense que l'Europe, globalement,
aurait dû mener une négociation peut-être un peu plus dure ces dernières semaines. Mais on le voit là, avec la Grande-Bretagne, les États-Unis, est-ce que finalement la France, l'Union européenne, n'est pas un peu trop laxiste par rapport à d'autres pays? Attention, nous, ça j'insiste beaucoup, on peut trouver que le patchwork international est un peu difficile à comprendre, mais nous décidons de classer un pays vert, c'est-à-dire d'accueillir les voyageurs vaccinés ou sinon avec un test, quand c'est fondé scientifiquement. Pas comme ça, pas parce que sur la bonne mine de tel ou tel pays, ça nous fait plaisir. Et pas seulement pour des raisons touristiques, pour faire tourner notre secteur touristique, et c'est important, c'est la santé d'abord. Et donc un pays vert, c'est un pays où la situation sanitaire est bonne, on ne fait pas d'erreurs et on ne fait pas d'imprudence. Attention à ça. Juste un mot rapide sur le tourisme, on en voit peu, hein, dans les rues de Paris, encore très peu. Vous avez un chiffre? Comment ça se passe le tourisme? Non, honnêtement, on n'a pas encore les chiffres de la saison. Ce qu'on sait, on le voit à travers les chiffres de trafic aérien, etc., c'est que le tourisme européen reprend bien. En France, tant mieux. Le reste du monde. Il nous manque évidemment le tourisme international, mais justement parce qu'on est prudent et qu'on ne va pas ouvrir les vannes, ouvrir les frontières avec des pays qui ne sont pas sécurisés parce qu'on ne connaît pas leur vaccin ou parce qu'on connaît mal leur situation sanitaire ou parce qu'elle est mauvaise. Vous avez vu qu'en Grande-Bretagne, ils ont ouvert les vannes. Il y avait le fameux Freedom Day il y a 10 jours, la levée des restrictions. Comment vous voyez ça? C'est une espèce de laboratoire et on voit que les cas de contamination baissent. C'est encourageant, ça nous donne de l'espoir. Nous, on prend plutôt le chemin inverse. D'abord, il y a un peu de communication sur le Freedom Day. Il y a des restrictions qu'on avait, nous, déjà levées, que les Britanniques ont levées le 19 juillet dernier. Qu'on a levé tôt, d'ailleurs, au mois de juin. Oui, mais enfin, soyons clairs. Alors qu'il y avait le variant Delta. Vous ne regrettez pas Non, je ne regrette pas parce qu'on a fait les choses dans le bon ordre. Vous savez, on nous reproche tout et son contraire. C'est toujours difficile de tenir une ligne. Bon, on avait, je crois que c'était nécessaire parce qu'on avait parfois les mesures les plus dures aussi, en termes de couvre-feu, par exemple, en France, jusqu'au mois de mai et même au-delà. Et donc, on a ouvert progressivement. Je prends un exemple très concret. Les boîtes de nuit, on a dit pourquoi. Bon, en Espagne, ils ont ouvert sans contrôle. Nous, on a rouvert avec un protocole, mais très strict, qui est vérifié, qui permet d'ailleurs malheureusement pas à la plupart des boîtes de nuit de rouvrir parce qu'on est strict. Pas question de les fermer, les boîtes de nuit, malgré la situation. Il faut toujours être prudent, ce n'est pas l'ordre du jour parce que justement nous avons le pass sanitaire et la vérification. Et donc au Royaume-Uni, ils ont fait cette réouverture qu'ils ont un peu marketée, si je puis dire, avec le Freedom Day. Qu'est-ce qu'on sait tout simplement d'un pays à l'autre? Le point commun, c'est que la vaccination, l'accélération de la vaccination, c'est la meilleure arme. C'est ça qui permet de rouvrir ou de ne pas refermer malgré la prolifération du variant Delta. Alors justement, c'est pour inciter à la vaccination que Jean-Michel Blanquer a déclaré la chose suivante hier sur le protocole sanitaire à la rentrée. Il dit s'il y a un cas de Covid dans une classe, les lycéens et collégiens non vaccinés seront évincés et en enseignement à distance. Alors beaucoup disent que voilà, ça va créer une discrimination entre les vaccinés et les non vaccinés à un jeune âge. On parle là de mineurs. Vous comprenez que ça puisse choquer? D'abord, le principe, c'est ce qu'a rappelé Jean-Michel Blanquer, parce que ça serait une sorte de discrimination dramatique pour toute la jeunesse. Ça serait de refermer les écoles. Donc on cherche des solutions pragmatiques qui préservent la santé de tous et qui permettent de continuer l'enseignement. Nous sommes le pays de l'Union européenne qui a le plus gardé ses écoles ouvertes. On veut garder ce principe. Ensuite, c'est pour ça que c'est très important, Jean-Michel Blanquer l'a dit, il y aura toujours une solution d'enseignement. On ne prive personne d'école. Il faudra trouver des modalités. À distance. Oui, hybrides, comme on dit parfois, à distance et en présentiel pour ceux qui le sont. C'est sans doute compliqué, le ministre de l'Éducation nationale y travaille, mais ça serait ça une discrimination, ça serait de priver certains d'éducation et d'enseignement. Mais c'est pas un peu rude en termes d'image de créer cette espèce de différence entre les vaccinés, vous savez, dans les situations les enfants. où on est face à une pandémie, face à un virus sournois, qui est encore là, il faut se poser la question des alternatives. C'est quoi l'alternative à cela? C'est de tout fermer et d'expliquer à des gens qui ont fait l'effort, dans des familles, pour des enfants, de se faire vacciner. C'est parfois un peu stressant, on se pose des questions, de le faire malgré tout, de se protéger, de protéger les autres, d'être eux privés totalement parce qu'on refermera la classe. Mais on voit bien que l'annonce de Jean-Michel Blanquer, une fois de plus, c'est pour inciter, voire quasiment forcer tout le monde, notamment les mineurs, à se faire vacciner. Est-ce que plus globalement, depuis les annonces d'Emmanuel Macron, c'est quand même c'est la politique du bâton, ça va fort. Vous l'avez dit vous-même, c'est de l'incitation. Oui. Tout ce qu'on évoque sur des licenciements, des fermetures de classes, etc., c'est des choses qu'on ne voudrait pas mettre en place, qu'on ne veut pas mettre en place, qui sont d'ultime recours, parce qu'il en faut. Donc c'est dissuasion, le pass sanitaire, c'est l'outil de dissuasion, vous ne voulez pas de sanctions Non mais on met en place un pass sanitaire plus étendu, à un moment qui est très différent de ce qu'on a connu au mois d'avril, au mois de mai, quand on a commencé ces débats-là. C'est qu'aujourd'hui, le vaccin, il est disponible pour tous, gratuitement, et pour les mineurs aussi. C'est la grande différence. Ce serait injuste et incompréhensible de dire passe sanitaire pour aller au café, au restaurant, au cinéma, etc.
si on avait le vaccin pour certains seulement. Mais ça crée des tensions dans la société, il y a des manifs. Ça crée des tensions, on le voit. D'abord, je crois qu'elles sont minoritaires. Il y a, je crois, 160 000 personnes quand même au cœur de l'été le week-end dernier. Par rapport aux millions de personnes qui se sont inscrites sur les plateformes pour se faire vacciner, c'est très minoritaire. C'est minoritaire, mais ça reste quand même conséquent. Mais c'est un signal qu'il faut entendre, et je crois qu'il faut distinguer entre des personnes qui sont radicalisées et violentes, ça c'est injustifiable, inacceptable, des personnes qui, sans être violentes, manifestent, c'est leur droit, c'est la démocratie, même s'il y a parfois des propos très excessifs. Et puis il y a des gens qui se posent des questions, qui ne sont pas dans les manifs, mais qui se posent des questions. Et je crois que notre travail, le ministre de la Santé, les scientifiques, c'est d'expliquer que le vaccin est une solution, est une protection. Vous parliez de propos excessifs. Emmanuel Macron porte plainte contre un Varois qui a diffusé une affiche où il comparait Emmanuel Macron à Hitler. C'est rare, ça, de la part d'un président. Il voulait marquer le coup. J'imagine, mais on a franchi les bornes. C'est pas de la liberté d'expression, du débat sympathique. Une caricature, que ce soit du président ou de toute autre personne, en Hitler, ça tombe sous le coup de la loi. Parce que la liberté d'expression, ça n'est pas l'incitation à la haine, ça n'est pas l'immoralité la plus débridée, ce ne sont pas les comparaisons historiques les plus dégueulasses, ça n'est pas ça la liberté d'expression. Le sens de cette plainte, c'est, de la part de l'exécutif, ne plus rien laisser passer. On a vu des dérapages qui ont choqué, certains dérapages dans les manifestations. Voilà, c'est... Mais vous savez, quand vous arborez une étoile jaune avec marqué vacciné ou non vacciné, ça, je crois que c'est plus de la liberté d'expression. Et dans nos sociétés, on doit savoir défendre une démocratie contre les excès, contre les propos les plus scandaleux, les plus haineux, parce que c'est de la haine en barre. Ce qu'on voit dans ces manifestations. Je n'assimile pas tout le monde. Bien sûr, personne qui a un doute sur le vaccin. Il y a des gens qui se posent légitimement des questions. Bien sûr, il y a même des gens qui manifestent et qui sans doute ne sont pas violents et se disent simplement je ne comprends pas ce qui se passe. Mais en revanche, la caricature en Hitler, la violence, l'incitation à dézinguer des permanences parlementaires, l'étoile jaune et ses comparaisons historiques immondes, ça, on ne laisse pas passer. Juste un mot, vous parlez des gens qui se posent légitimement des questions. J'ai l'impression que depuis 48 heures, il y a un peu un changement de ton du gouvernement. Il y a eu, Emmanuel Macron a tapé du poing sur la table il y a 15 jours. On voit qu'effectivement, ça a fait bondir les vaccinations, ça a marché. Mais on disait, ceux qui ne veulent pas se vacciner, égoïsme, irresponsabilité, c'est fort. Est-ce que vous trouvez que c'est utile? Depuis 2 jours, les ministres sont plutôt Gabriel Attal. Non, période de rodage, explication, pédagogie. Il y a un peu un virage sur l'aile? Je ne crois pas, je vous laisse l'interprétation, mais en revanche, moi je suis très attaché à cette distinction. L'incitation et même l'électrochoc de la parole présidentielle du 12 juillet, je crois, était nécessaire parce que, et c'est normal, on est tous fatigués, on en a marre. Tout le monde se disait, les choses ont rouvert, le vaccin, j'attendrai peut-être un peu plus tard, je ne suis pas forcément anti-vax, j'attends un peu plus tard, voilà. Beaucoup se disaient ça. On a essayer de montrer la gravité de la situation, mais aussi qu'on pouvait y répondre par le vaccin. Et puis, ne pas assimiler ceux qui ont des doutes, ceux qui étaient attentistes, tout simplement, ceux qui se posent des questions. Je veux dire, tout ça va très vite et on est au bout d'1 an et demi d'épuisement collectif. Donc, on se pose des questions, c'est normal. Qu'on casse, qu'on incite à la haine et qu'on fasse des comparaisons historiques les plus abjectes, non. Alors, un mot aussi sur une autre actualité, la Martinique qui se reconfine là, pour 3 semaines. Il n'y a que 16% de vaccinés en Martinique. C'est dû à quoi, en fait? Il y a moins de doses là-bas? Non, alors ça c'est très important. Nous avons la responsabilité, et nous le faisons, sur tous les territoires de France, qu'ils soient en métropole, qu'ils soient plus lointains, d'approvisionner autant. Et nous, pas de problème d'acheminement? Non, il n'y a pas de problème de dose nulle part en France. D'accord. Il y a des taux de vaccination, ce qui montre bien que le vaccin est une réponse, et que quand on vaccine peu, malheureusement, le variant et le virus recirculent et frappent très fortement ces territoires. Il y a peut-être plus de scepticisme, il y a des contextes locaux qu'il faut comprendre, et c'est aussi pour ça que le président a passé ses messages. Il était en Polynésie, le ministre des Outre-mer a vaccinez-vous, vaccinez-vous, on a entendu son appel. Bien sûr, mais c'est très important parce que on a des contextes locaux qui ne sont pas les mêmes, en zone rurale ou en zone urbaine, en fonction de l'âge de la population, en fonction de la distance. Il faut aller vers les populations. Ça peut compter. Et donc, il faut l'assumer dans la diversité de nos territoires. On ne convainc pas forcément de la même façon dans la Creuse et en Guyane, à Paris et en Martinique. Il faut l'accepter, mais je le dis, il n'y a pas des territoires qui sont laissés tomber. Il y a des territoires qui sont tous approvisionnés en vaccins et donc on peut se faire vacciner, oui, en Guadeloupe, en Martinique et ailleurs. On est à 9 mois maintenant de la présidentielle. Vous êtes un ancien conseiller d'Emmanuel Macron, proche du président. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il se déclare là, à la rentrée, pendant que d'autres, ça y est, sont j'allais dire, dans les starting blocks? Je pense à Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Est-ce qu'il faut qu'il y aille, là, qu'il se déclare rapidement à la rentrée? J'ai aucun conseil à lui donner sur le fond, c'est-à-dire est-ce qu'il souhaitera ou non être candidat. Ce que je peux dire, c'est que je le souhaite. C'est que je pense que
quand on est ministre du gouvernement, il faut s'y préparer pour lui. Emmanuel Macron, s'il souhaite être candidat. On l'a vu en Polynésie, il avait quasiment des déserts de campagne. Il est parti, c'est parti en fait. C'est parti, si ça l'est, le jour où il le dira. C'est pas à moi de vous dire quand, c'est pas à moi d'ailleurs de vous dire si. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je souhaite. J'espère qu'il le sera. Je pense que ça aurait du sens. Quai d'Orsay, vous êtes en charge des affaires européennes, mais votre avis est très important, votre parole avec le Maroc, cette affaire Pegasus d'espionnage. Est-ce que vous considérez que le Maroc a une part de responsabilité, en tout cas est à l'origine de ces écoutes, supposées écoutes, sur des téléphones, notamment le téléphone du président de la République? Écoutez, parce que les faits rapportés, allégués sont très graves, potentiellement, on ne peut pas prendre cela à la légère. Et donc il faut enquêter, il y a un certain nombre d'enquêtes judiciaires qui sont en cours, il y a des vérifications qui sont en train d'être faites, donc je ne veux pas prendre cela à la légère, parce qu'accuser des autorités, un pays, etc. Mais s'il y avait des preuves, vous seriez prêt à prendre des sanctions contre un pays ami comme le Maroc? Si accuser un pays ou des autorités, c'est très grave, donc je ne le ferai pas à la légère sans que nous soyons absolument certains des faits. Si les faits sont vérifiés, si les allégations sont justes, peut-être le sont-elles, alors il faudra effectivement en tirer des conséquences parce qu'on parle de choses gravissimes et totalement inacceptables si elles sont alléguées. Il paraît qu'on a changé vos portables, les ministres. On prend des précautions supplémentaires, en effet. Merci Clément Beaune d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.